Salut, c'est Elodie. Revenge Shift vous raconte des histoires que vous n'oublierez jamais. Abonnez-vous si vous êtes prêts. Commençons. Mon père se tenait sur le perron de ma maison à 9h47 un samedi matin, accompagné d'un avocat que je n'avais jamais vu auparavant, ni son notaire habituel, ni son conseiller juridique d'entreprise, mais quelqu'un de nouveau. Portant une mallette en cuir qui semblait assez chère pour payer ma taxe foncière pendant un an. Elodie, nous devons discuter de la maison, a dit mon père, sans salutation ni politesse, juste avec ce ton qu'il avait utilisé toute ma vie quand il était sur le point de me dire ce que j'allais faire au lieu de me le demander. J'étais encore en pyjama, un mug de café à la main, prévoyant de passer mon samedi matin à ne absolument rien faire après avoir travaillé 60 heures par semaine pendant les 2 derniers mois. J'ai 31 ans, je suis analyste de données senior pour un cabinet de conseil en stratégie de santé de taille moyenne. J'habite cette maison depuis 4 ans et mes parents se tenaient là comme si j'étais l'objet d'un audit fiscal. Qu'est-ce qu'elle a, cette maison? Ai-je demandé, sans bouger du seuil de la porte. L'avocat s'est avancé, je suis maître Beaumont, vos parents m'ont demandé de préparer la documentation concernant leur investissement dans cette propriété, ils exercent leur droit de revendication sur l'actif en se basant sur leur contribution financière substantielle à l'achat. Je l'ai fixé du regard, puis j'ai regardé mes parents. Ma mère se tenait légèrement derrière mon père, les bras croisés, portant cette expression qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies, celle qui disait qu'elle était déçue par moi mais sans jamais dire pourquoi. Leur revendication, ai-je répété lentement. Mon père a hoché la tête, la mâchoire serrée de cette façon qui signifiait qu'il s'attendait à ce que j'obéisse. Cette maison est un investissement familial, Elodie, nous avons mis beaucoup d'argent dans cet achat et nous avons droit soit à un droit de résidence, soit à la liquidation de l'actif. Maître Beaumont a préparé les papiers. L'avocat a sorti des documents de sa mallette, de véritables papiers d'expulsion, un avis de congé, une déclaration d'intérêt de propriété, quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac, pas de la panique, pas de la peur, autre chose entièrement. Parce que vous prétendez avoir financé l'achat? Ai-je demandé calmement. Ma mère a enfin pris la parole, nous avons mis 200 000 € dans cette maison, Elodie, tu n'aurais jamais pu l'acheter sans nous, maintenant, ton père prend sa retraite anticipée suite à la vente de son entreprise et nous avons besoin de liquidités. C'est un actif familial et nous avons tous les droits de récupérer notre investissement. J'ai regardé l'avis d'expulsion, les signatures de mes parents sur les documents de revendication, l'avocat qui sortait déjà un stylo, prêt à me faire signer l'accusé de réception. Donnez-moi un instant, ai-je dit, avant de rentrer à l'intérieur en les laissant sur le perron. Mes mains étaient stables quand j'ai ouvert mon ordinateur sur la table de la cuisine. J'ai consulté mes documents de prêt immobilier, mes relevés bancaires de 2020, ma lettre de préapprobation, mes actes notariés, puis j'ai ouvert autre chose, un tableur que je tenais à jour depuis 11 ans. Depuis que j'avais 20 ans et que mon frère Marc en avait 18, lorsque nos parents nous avaient réunis pour expliquer pourquoi les études de Marc en école de commerce seraient entièrement financées alors que les miennes ne le seraient pas. Je suis revenu sur le perron avec mon téléphone dans une main et une chemise cartonnée dans l'autre. En fait, ai-je dit en ouvrant mes documents d'hypothèque sur mon téléphone et en tournant l'écran vers l'avocat, les relevés bancaires montrent que j'ai obtenu ce prêt grâce à mes seuls revenus, le prix d'achat était de 347 000 €. L'apport personnel de 70 000 € provenait entièrement de mon compte d'épargne, le crédit de 277 000 € est à mon nom seul, avec un taux d'endettement calculé uniquement sur mon salaire de 92 000 € à l'époque de l'achat, il y a 0 € venant d'eux. L'avocat a pris mon téléphone. Son expression a changé alors qu'il faisait défiler les documents, la lettre de préapprobation datée de février 2020, l'attestation de virement du notaire montrant mon chèque de banque pour l'apport, l'acte de prêt avec mon nom comme unique emprunteur. Je ne peux pas déposer ce dossier, a-t-il dit doucement en me rendant mon téléphone. Il a regardé mon père. Monsieur Leroy, vous m'avez dit que vous aviez fourni l'apport personnel, ces documents prouvent le contraire. Nous lui avons donné de l'argent au fil des ans, a dit mon père rapidement, des cadeaux, du soutien. C'est comme ça qu'elle a économisé pour l'apport. J'ai ouvert la chemise cartonnée, ceci est le relevé financier complet de chaque euro que vous m'avez donné depuis mes 18 ans, ai-je dit, voulez-vous que je le lise à haute voix ou préférez-vous que maître Beaumont l'examine en privé? Le visage de ma mère est devenu blême, celui de mon père cramoisi. Elodie, s'est déplacée, a commencé maman. 2007, ai-je continué d'une voix égale, mon année de licence. Vous et papa avez offert à Marc une voiture d'une valeur de 22 000 €, vous m'avez donné 300 € pour mes manuels scolaires après que je les avais déjà achetés avec mon argent de job étudiant. 2008, vous avez payé le voyage de Marc à Ibiza pour les vacances de Pâques, 1 400 €,
vous m'avez donné une carte cadeau Amazon de 50 € pour mon anniversaire. 2009. Nous n'avons pas besoin d'entendre ça, a interrompu mon père. Mais j'avais déjà tendu le dossier à maître Beaumont, qui le lisait avec l'expression d'un homme qui comprenait soudainement qu'on lui avait menti. Sur 13 ans, ai-je dit, vous avez donné à Marc environ 437 000 €, frais de scolarité, frais de subsistance, sa voiture, son mariage, l'apport pour sa première entreprise qui a fait faillite, la caution quand il a eu son deuxième retrait de permis pour conduite en état d'ivresse. Les frais d'avocat pour son divorce, à moi, vous m'avez donné un total cumulé de 8 200 €, la plupart sous forme de carte cadeau et un prêt d'urgence de 2 000 € quand j'ai eu l'appendicite en dernière année, que j'ai remboursé intégralement en 6 mois avec intérêt comme documenté ici. L'avocat a refermé le dossier lentement, il a regardé mes parents avec une expression que je connaissais, la même que celle de ma conseillère d'orientation au lycée quand elle avait réalisé que mes parents ne contribueraient pas à mes études, une déception mêlée d'une résignation sans surprise. Monsieur et Madame Leroy, a-t-il dit prudemment, j'ai été engagé sur la base de l'affirmation que vous aviez fourni un soutien financier substantiel pour l'achat de ce bien, ce n'est pas corroboré par ces documents, je ne peux pas déposer une plainte frauduleuse. Ce n'est pas frauduleux, a aboyé mon père, c'est notre fille, tout ce qu'elle a, elle l'a parce que nous l'avons élevée. Concernant les coûts d'éducation, vous avez subvenu aux besoins des deux enfants de manière égale, ai-je interrompu, ce qui est légalement et moralement votre obligation en tant que parent, pas un investissement exigeant un retour. Ma mère a émis un petit son, pas tout à fait un soupir, quelque chose de plus blessé, comment peux-tu être si froide ? A-t-elle demandé, après tout ce que nous avons fait pour toi. Je l'ai regardé longuement, cette femme qui avait signé les autorisations de sortie de Marc avec un sourire et les miennes avec un soupir, qui avait assisté à chacun des matchs de rugby de Marc et à peut-être un quart de mes concours d'éloquence. Qui s'était vanté de la moyenne médiocre de Marc tout en minimisant ma mention très bien comme étant normale puisque je n'avais pas ces engagements sociaux. Tout ce que vous avez fait pour moi est documenté dans ce dossier, ai-je dit calmement, ainsi que tout ce que vous avez fait pour Marc, voulez-vous que je calcule la différence ? Je suis analyste de données, je suis très doué avec les chiffres. Maître Beaumont rangeait déjà sa mallette, je me retire de cette affaire, Monsieur Leroy, je vous rembourserai votre provision moins les frais de consultation initiale, Mademoiselle Leroy, je m'excuse pour l'intrusion en ce samedi matin. Il est parti, a simplement descendu les marches et est monté dans sa voiture avant de démarrer. Mes parents sont restés figés. Tu ne peux pas faire ça, a fini par dire mon père, nous sommes tes parents, tu nous dois le respect. Je ne vous dois rien, ai-je dit, je ne vous dois rien de plus que ce que je choisis de donner, et en ce moment, je choisis de vous donner 60 secondes pour quitter ma propriété avant que j'appelle la police pour signaler une tentative de fraude et de harcèlement. Fraude ? La voix de ma mère est devenue aiguë, comment oses-tu ? Vous avez engagé un avocat sous de faux prétextes pour déposer une demande de propriété frauduleuse sur un bien dans lequel vous n'avez aucun intérêt légal, ai-je dit, c'est de la fraude, vous venez aussi de commettre une tentative de vol par ruse. J'ai l'enregistrement de toute cette conversation par ma caméra connectée, voulez-vous que je dépose une plainte ou voulez-vous partir ? La révélation les a frappés à des vitesses différentes, ma mère semblait choquée, mon père semblait calculer si je bluffais, je ne bluffais pas. Je ne vous ai jamais rien demandé que je n'ai pas gagné, ai-je dit dans leur silence, j'ai payé mes études avec des bourses et 3 jobs à temps partiel, j'ai acheté ma propre voiture avec l'argent économisé en travaillant 60 heures par semaine tout en suivant mes cours. J'ai vécu dans un studio avec 2 colocataires pendant 4 ans après mon diplôme pour économiser un apport pendant que vous payiez le loyer de Marc dans une résidence de luxe, j'ai fait ça seul, j'ai bâti ça seul. Et vous vous pointez aujourd'hui pour me le prendre parce que vous avez décidé que les mauvais investissements de Marc étaient mon problème à résoudre. Ma mère a tressailli, comment as-tu su ? Marc m'a appelé il y a 3 semaines, ai-je dit, ivre à 23 heures, pleurant sur ses investissements en crypto-monnaies qui se sont effondrés et disant qu'il doit de l'argent à des gens, il a dit que maman lui avait promis que je l'aiderais car c'est la famille. Et que vous travailliez pour avoir accès à mes actifs, je pensais qu'il divaguait sous l'emprise de l'alcool, je n'avais pas réalisé que vous aviez réellement prévu ça. Le silence s'est étiré, des oiseaux chantaient quelque part, un voisin tondait sa pelouse 2 maisons plus loin, des bruits normaux d'un samedi matin alors que mes parents se tenaient sur mon perron, pris en flagrant délit de tentative de vol de ma maison. Nous t'avons élevé, a finalement dit mon père, sa voix avait perdu son tranchant autoritaire, il semblait vieux. Est-ce que ça ne signifie rien ? Vous m'avez élevé pour être invisible, ai-je dit, pour être la gentille qui n'avait pas besoin d'attention, d'argent ou de temps parce que Marc en avait plus besoin, vous m'avez appris à être autosuffisante, félicitations,
j'ai parfaitement appris la leçon. J'ai reculé d'un pas, la main sur la porte, prête à la fermer. Attends, a dit maman, Élodie, s'il te plaît, nous sommes toujours tes parents, nous t'aimons. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, cette femme qui m'avait appris à tresser mes cheveux et à faire des biscuits, mais aussi à me faire assez petite pour m'adapter aux besoins de mon frère. Vous aimez la fille qui ne demande rien, ai-je dit doucement, qui n'exige rien, qui absorbe les dysfonctionnements de la famille et qui vient quand même pour les fêtes, mais vous ne me voyez pas vraiment, n'est-ce pas? Vous ne l'avez jamais fait, j'ai 31 ans, j'ai une carrière sur laquelle vous ne m'avez jamais interrogé, une vie pour laquelle vous n'avez jamais montré d'intérêt, des amis que vous n'avez jamais rencontrés, et la première fois que vous portez une réelle attention à ma vie. C'est pour essayer de me prendre ma maison. Ce n'est pas juste, a commencé mon père. Vous vous êtes présenté avec des papiers d'expulsion, ai-je dit, sans appeler, sans demander, juste pour prendre, c'est ce que vous avez toujours été avec moi, des gens qui prennent, et j'ai fini d'être la personne à qui vous prenez. J'ai fermé la porte. Par la fenêtre, je les ai regardés rester sur mon perron pendant encore 30 secondes avant de se diriger enfin vers leur voiture. Ma mère pleurait, mon père avait son bras autour de ses épaules, il semblait petit, diminué, je ne me sentais pas victorieuse, je me sentais épuisée. Les 3 semaines suivantes furent une démonstration magistrale de dysfonctionnement familial. Marc a appelé 4 fois, je n'ai pas répondu aux 3 premiers appels, au 4e j'ai décroché. Bordel Élodie, tu as vraiment utilisé l'option nucléaire, a-t-il dit, pas de bonjour, pas d'excuses, maman pleure depuis des jours, papa ne parle presque plus, as-tu la moindre idée de ce que tu as fait à cette famille? J'ai t'empêché de me mettre à la rue pour couvrir tes dettes de jeu, ai-je dit, de rien. Ce n'était pas du jeu, c'était de l'investissement. Marc, je suis analyste de données, j'examine des modèles financiers pour gagner ma vie, ce que tu as fait est le comportement type d'une addiction au jeu, et maman et papa allaient voler ma maison pour l'encourager. Silence à l'autre bout du fil. Puis, ils ne volaient pas, ils pensaient juste que tu comprendrais, la famille est de la famille. La famille ne m'a pas aidé à payer mes études, ai-je dit, la famille ne m'a pas aidé quand je mangeais des nouilles instantanées 6 soirs par semaine pour économiser, la famille n'était pas là quand j'ai été opéré en urgence et que j'ai failli faire faillite à cause des factures médicales. Mais maintenant la famille a besoin que je donne ma maison. C'est différent. Non, ai-je interrompu, ça ne l'est pas, c'est le même schéma que d'habitude, tu as besoin de quelque chose et tout le monde s'attend à ce que je le fournisse, j'ai fini. J'ai raccroché, mais j'ai aussi sorti tous mes dossiers financiers, pas seulement le tableur montré à l'avocat, tout, chaque relevé bancaire, chaque déclaration d'impôt, chaque reçu économisé depuis 13 ans parce que je savais que ce n'était pas fini. J'avais raison, 2 semaines après la confrontation sur le perron, j'ai reçu une lettre d'un autre avocat, celui-ci n'essayait pas de revendiquer la propriété, il menaçait de me poursuivre pour abus de faiblesse sur personnes âgées et refus de soutien familial en période de besoin. La lettre affirmait que mes parents m'avaient apporté un soutien indirect substantiel tout au long de ma vie, ce qui avait permis ma stabilité financière actuelle, et que j'étais moralement et potentiellement légalement obligé de rendre l'appareil. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai appelé ma propre avocate, maître Sophie Girard, elle était spécialisée en droit de la famille et litiges financiers, la cinquantaine, le regard vif, et quand je lui ai exposé la situation, elle a souri. « Ils ont vraiment essayé de vous expulser ?» a-t-elle demandé, avec des documents et tout. « Et vous avez la preuve de la disparité financière réelle ?» Je lui ai tendu mon tableur, puis mes relevés bancaires, puis le dossier montré au premier avocat. Elle a lu pendant 20 minutes sans parler, puis elle a levé les yeux vers moi avec une expression qui me rappelait mon professeur préféré en master, celui qui me voyait comme compétente et non comme chanceuse. « Mademoiselle Leroy, a-t-elle dit, voulez-vous simplement que cela s'arrête ou voulez-vous vous assurer que cela n'arrive plus jamais ? » Je veux m'assurer que cela n'arrive plus jamais, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Alors nous allons demander une ordonnance de protection basée sur la tentative de fraude, nous allons également rédiger une mise en demeure soulignant les conséquences légales si eux ou tout représentant agissant en leur nom tente un nouveau contact concernant des réclamations financières, et nous allons envoyer une réponse très détaillée à leur avocat expliquant exactement pourquoi leur menace de procès constituerait un litige abusif et une procédure malveillante. Est-ce que ça va marcher ? Ça marchera, a-t-elle dit, parce que voici ce qu'ils ne comprennent pas, la loi vous protège. Vous êtes une adulte, vous possédez votre propriété de plein droit, vous ne leur devez rien, et tenter d'utiliser l'intimidation légale pour vous extorquer de l'argent est en soi potentiellement criminel. L'ordonnance de protection a été déposée un mardi, la mise en demeure a été envoyée mercredi, et dès vendredi,
leur avocat avait envoyé une lettre retirant toutes les demandes et s'excusant pour le malentendu. Sophie m'a appelé cet après-midi-là, c'est fini, il recule, mais Elodie, documentez tout à l'avenir, chaque appel, chaque SMS, chaque email, parce que les gens comme ça ne s'arrêtent généralement pas après un seul essai. Je sais, ai-je dit, et je le savais car je documentais le comportement de mes parents depuis 11 ans, chaque rejet, chaque comparaison avec Marc, chaque fois qu'il l'avait choisi lui plutôt que moi, pas parce que je planifiais une vengeance, mais parce que j'avais besoin de preuves. De preuves que je n'étais pas folle, que le traitement différentiel était réel, que j'avais le droit de me protéger. 3 mois plus tard, Marc a rappelé, « Hello », a-t-il dit, « je suis en cure, un programme de 30 jours pour addiction aux jeux et dépendance à l'alcool. » Je n'ai rien dit. J'ai merdé, a-t-il continué, sa voix tremblait, j'ai tellement merdé, et j'ai laissé maman et papa m'encourager et je les ai laissés, mon Dieu Hello, je les ai laissés essayer de prendre ta maison, je savais ce qu'ils prévoyaient. Je me disais que je méritais l'aide parce que j'étais dans le pétrin et que toi tu t'en sortais bien. Je m'en sortais bien parce que j'ai travaillé pour ça, ai-je dit doucement. Je sais, je le sais maintenant, mon conseiller m'a fait écrire une chronologie de chaque fois où j'ai demandé de l'argent à la famille, il a ricané, c'est 43 fois en 10 ans, 43 fois, et tu sais combien de fois toi tu as demandé ? 2 fois, ai-je dit, le prêt pour l'appendicite et une fois qu'on me dépose à l'aéroport quand ma voiture était en panne. 2 fois, a-t-il répété, tu as demandé 2 fois, j'ai demandé 43 fois et ils m'ont donné de l'argent à chaque fois, et ils t'ont fait chier pour avoir demandé 2 fois. J'ai fermé les yeux, j'étais assise dans mon salon dans ma maison que j'avais acheté avec mon propre argent et mon frère me voyait enfin. Je ne peux pas réparer ça, a dit Marc, je ne peux pas annuler ce qu'ils ont essayé de faire, mais je travaille sur moi et je voulais que tu saches que tu avais raison sur toute la ligne et je suis désolé. Merci, ai-je dit, nous avons parlé encore 10 minutes, pas d'argent, pas de maison, pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de notre vie, nous avons parlé comme des frères et sœurs et non comme des étrangers. Quand nous avons raccroché, je me suis assise dans le silence de mon foyer, mes parents ne se sont jamais excusés, ils n'ont jamais appelé. Ils ont envoyé un email 3 mois après la confrontation du Perron m'invitant pour Noël si j'étais prête à passer outre ce désagrément et à me comporter à nouveau comme un membre de la famille. Je n'ai pas répondu, mais Marc l'a fait, il m'a envoyé un SMS la veille de Noël, je n'y vais pas, je leur ai dit que je passais les fêtes avec des gens qui ne considèrent pas l'amour comme une transaction, tu avais raison là-dessus aussi. J'ai passé Noël avec mes amis, avec des gens qui me connaissaient, qui me voyaient, qui n'avaient jamais essayé de me prendre ce que j'avais bâti. Ma maison est toujours à moi, ma vie est toujours à moi, et je dors paisiblement chaque nuit en sachant que j'ai protégé les deux. Le dossier de documentation est dans le tiroir de mon bureau, je ne l'ai pas ouvert depuis le bureau de l'avocate, mais je le garde, non pas comme une vengeance, mais comme une preuve, la preuve que je n'ai jamais été le problème, que je n'ai jamais été insuffisante, que j'ai toujours été assez. J'étais simplement entouré de gens qui avaient besoin que je croie le contraire. Maintenant, je suis entouré de gens qui savent ce qu'il en est, y compris, petit à petit, mon frère. Quant à mes parents, ils font face aux conséquences de 31 ans passés à créer un bouc émissaire et un enfant roi. Il s'avère que lorsque l'enfant roi grandit et que le bouc émissaire fixe des limites, les parents ne se retrouvent qu'avec les schémas qu'ils ont eux-mêmes construits. Je n'ai pas détruit ma famille, j'ai simplement arrêté de les laisser me détruire, et ma maison, ma belle maison durement gagnée et officiellement mienne, est la preuve que j'ai toujours été capable de bâtir quelque chose qu'ils ne pourraient pas me prendre, même en essayant.